Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes régalés devant des beaux matchs en Europe. La petite polémique autour du PSG parce qu'il n'y en a jamais assez à Paris. Ça faisait longtemps qu'on avait fait une petite polémique, donc on va parler de ça. Et puis, comme d'habitude, accompagné par la cocotte lavalloise qui arbore fièrement ses couleurs aujourd'hui avec un magnifique maillot. Comment ça va, mon coco? Écoute, ça va très bien. Salut à tous. En effet, je me suis dit, c'est la semaine pour vous montrer, mettre un peu de couleur. Voilà, hein. On a quelques sujets, mais c'est bien d'avoir aussi un peu de couleur et réviser un peu tout ça. Et ça, c'est le Stade Lavallois. C'est là où je suis fièrement, je suis un fier supporter de ce grand club qui a failli monter en Ligue 1 après une première partie de saison incroyable cette année. Mais voilà, on va revenir. Ouais, bah là, c'est plus la marche arrière, hein. On est sur Plus la une marche arrière petite depuis marche quelques temps, arrière, mais ouais, bon. ouais. Et du coup, petit sommaire, on va évidemment avoir une grosse page Ligue 1 et on va se concentrer sur nos clubs qui sont encore engagés en Coupe d'Europe, donc à savoir le PSG et Marseille. On reviendra bien évidemment sur la brouille Mbappé, Enrique. Mm. Ensuite, on enchaînera avec un petit tour d'Europe comme d'habitude, avec encore une fois la course au titre en Première Ligue qui nous régale, hein, que des matchs à suspense, accrochés et un trio de tête bien resserré devant. Et on reviendra aussi sur la petite polémique arbitrale en Liga contre le Real cette fois-ci. Tiens, je pense que tu vas avoir quelques Il petites y en a jamais remarques à assez. faire. Et après, on enchaînera évidemment, on conclura avec le poteau d'or et pour voir qui va succéder à Virgil van Dijk. Allez, à tout de suite. Allez, on commence tout de suite la page Ligue 1. On va passer en revue Clermont-Marseille, Monaco-PSG et ensuite on finira avec les autres matchs en bref. Clermont-Marseille, avec les Marseillais qui enchaînent une troisième victoire en championnat. 5-1 face à Clermont. Ils ont fait le plein de confiance avant la réception de Villarreal. On ne peut pas mieux préparer, on va dire, ce match. Encore des buts à l'OM, des joueurs qui se relancent, hein, Obama, Ndiaye, et peut-être un effectif meilleur que ce que l'on pensait, hein, au final, surtout ces derniers temps. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que certains entraîneurs modernes ne compliquent pas trop le football, ou en tout cas essaient de faire trop compliqué? Euh, on le voit avec Gasset, là, ça a l'air plus simple. Ouais, bah clairement pour moi c'est. Alors, j'ai pas envie de tout mettre non plus sur Gattuso et dire que voilà tout ce qu'il a fait c'était nul et que voilà il a eu des blessés, il a pris le club dans un moment qui était compliqué. Hmm. Et il a eu des blessés, il a eu des joueurs qui sont partis à la CAN récemment, ce qui lui a peut-être valu sa place aussi. Mais là où je te rejoins sur ça, c'est que oui, je trouve qu'il y a trop d'entraîneurs qui ont envie de marquer un peu de leur empreinte une équipe, d'imposer leurs pattes absolument. Donc, comme on l'a vu avec Gattuso, qui refusait de jouer en 3-5-2, même si ça avait l'air d'être le système qui marchait le mieux, qui voilà, ne mettait pas les joueurs dans les meilleures conditions. Et dans des périodes comme ça, je pense que c'est là où c'est encore plus important de faire passer un message simple, un message tactique simple, ramener un peu voilà, de grinta, de quelque chose qui sont un peu plus terre à terre, plutôt que d'essayer de partir dans des grandes tactiques footballistiques qui sont parfois incompréhensibles pour certains joueurs. Et puis, bah, de toute façon, les résultats donnent raison à Jean-Louis Gasset là-dessus, de vouloir ramener de la sérénité, de la simplicité. On a parlé aussi déjà un petit moment la semaine dernière de la sérénité et simplicité qu'il avait apporté. Hmm. Et donc, oui, pour moi, clairement, on le voit avec Gattuso à l'OM, où il s'enfermait dans un schéma qui était peut-être un peu compliqué et que les joueurs ne comprenaient pas forcément. On a pu voir la même chose avec Grosso à Lyon, où Hmm. là, bah, on a remis un entraîneur qui est peut-être un peu moins mis sur un piédestal, qui est un peu moins vu comme un grand entraîneur étranger, etc. Et du coup, ça marche tout de suite mieux, quoi. Quand on met des choses simples en place, pardon, et ben ça marche tout de suite mieux. Et comme tu as dit, il y a des joueurs qui se révèlent parce qu'on a beaucoup parlé de l'effectif de l'OM qui était peut-être limité. Avec des recrues qui répondaient pas forcément aux attentes. Bah, on voit Obama depuis qu'il a gassé, il marque à tous les matchs et il a même mis un doublé la semaine dernière. NDI qui a 2 buts en 3 matchs alors qu'il n'avait pas planté quasiment et tout le monde Ouais. disait que c'était une chèvre.
bah, on se rend compte qu'il est peut-être pas forcément si mauvais que ça. Mm. Et voilà, Jonathan Klaus qui, bah, maintenant qu'on a mis de côté tous ces, voilà, arrêté de lui mettre des coups de pression et qu'on l'a réinstallé comme un cadre du vestiaire, tiens, tout d'un coup, il marque et il est monstrueux contre Clermont. Donc voilà, pour moi, ouais, on se complique peut-être un peu trop la vie dans certains clubs et chez certains entraîneurs. Ouais. Et j'ai l'impression aussi que certains entraîneurs, des jeunes entraîneurs qui veulent avoir une patte à la Guardiola, par exemple, et pensent qu'ils vont révolutionner le football, se voient peut-être un peu trop beau trop tôt. Peut-être qu'avoir une patte comme celle-ci, peut-être que c'est bien pour le football, mais dans des équipes qui sont capables de l'encaisser, et peut-être qu'ils sont un peu mieux huilés. C'est plus facile pour Guardiola dans les conditions dans lesquelles il a été entraîneur et avec un type de jeu aussi spécifique, avec des grands joueurs qui peuvent plus facilement peut-être s'adapter. Quand un Gattuso arrive et avec un effectif qui tourne autant d'ailleurs d'une année à l'autre, peut-être que des entraîneurs comme ça, avec plus de turnover, doivent en fait être un petit peu plus simples, parce que on le voit, ça fonctionne pas, Ouais. et c'est pas la première fois dans ces clubs-là où il y a soit du turnover, soit d'extra sportifs, ou en tout cas une difficulté à avoir de la constance. Ça pioche pas, malheureusement. Enfin, ça pioche un peu, justement. Donc, c'est peut-être aussi ça. Peut-être que les entraîneurs veulent trop tôt Ouais. avoir un système de jeu trop précis et avec un ADN très fort, on va dire. Ouais, puis moi, ce que j'aime bien, en fait, pour en revenir au match de l'OM et à Jean-Louis Gasset, c'est que il nous, il, il prend ses meilleurs joueurs, donc il va prendre un Klose, il va prendre un Aubame, et après, il va construire son équipe autour de ça, autour de ses leaders, autour de ses meneurs de vestiaire. Et pour moi, c'est en tout cas une vision de football que je partage, où pour moi, tu prends tes meilleurs joueurs au lieu d'essayer de réinventer, de mettre, je sais pas, un Mbappé dans l'axe, par exemple, quand tout le monde sait qu'il est meilleur à gauche, voilà, de jouer, d'avoir une philosophie de jeu qui s'appuie pas sur les qualités principales de tes meilleurs joueurs. Moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Et je pense qu'on va en reparler aussi pas mal avec Luis Enrique dans le prochain sujet quand on va parler du PSG. Ouais, mais d'ailleurs, on peut tout de suite, tout de suite passer au PSG. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à ajouter sur Mais Clermont-Marseille. En du tout coup, cas, ouais, juste l'OM qui quand même a noté au-delà de l'entraîneur qui revient bien, hein, qui enchaîne les matchs, les buts. Je pensais que ça allait être vraiment très compliqué pour revenir au podium ou dans les quatrièmes places qui peut être qualificatif pour être Champions League. Et bah, avec ce qu'ils montrent sur les 3 derniers matchs, écoute, peut-être pas. Ils ont un gros calendrier qui arrive ouais. contre des concurrents directs. Donc c'est là que ça va se jouer vraiment et que voilà, on va avoir des premiers vrais tests pour l'OM, Mm. mais qui au moins gagnent des matchs qui n'arrivaient pas à gagner sous Gattuso il y a quelques temps. Ouais, on l'a dit les semaines précédentes, ils ont un gros calendrier. Pour petit rappel, Mm. jeudi à 21 h, ils jouent contre Villarreal. Et le match retour sera la semaine d'après, toujours le jeudi à 18h45. Mm. Voilà pour Marseille Ouais. et Clermont, Avec la, pardon, la réception de Marcelino qui va être très attendue. qui va être épicé. J'ai hâte. On passe dans le sud de la France, Monaco qui accueillait le PSG, avec un PSG encore accroché, hein, en championnat, et même dominé assez largement en première période au stade Louis II. On a senti le 12e homme de Monaco peut-être faire son effet. Alors, en tout cas, sans un grand Donnarumma, à la mi-temps, je pense qu'ils auraient pu être menés. Ils s'en sont quand même plutôt bien sortis. On remarque aussi une hécatombe en défense centrale, notamment avec les blessures de Danilo et Marquinhos, qui viennent s'ajouter à celles de Skriniar et Kipembe. Euh, voilà, c'est pas la meilleure façon, je pense. On le dit un peu chaque semaine, hein, on l'a dit aussi la première fois avant le match aller en Ligue des Champions. C'est peut-être pas les meilleures façons de préparer les matchs de Ligue des Champions. En plus, il y a la situation Mbappé. Voilà, on n'est peut-être pas dans les meilleures conditions pour approcher ce match retour, Pierre. Non, non, clairement pas. Bah, alors, je t'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre ce que voulait faire Luis Enrique, si c'était juste des choix tactiques ou c'était pour faire tourner avant le match de la Real Sociedad. Hmm. Bon, après, les blessures en défense, ça, il y peut pas grand-chose. C'est pour ça qu'on se Non. retrouve avec Mukiele, Beraldo en charnière centrale. Mais voilà, de toute façon, avec Luis Enrique, il y a tellement aucune cohérence dans ce qu'il fait depuis le début de la saison qu'on ne sait pas si c'est des choix tactiques ou si c'est pour faire reposer des joueurs. Euh, donc voilà, honnêtement, aucune idée de la composition qu'il va mettre
qu'il mettra mardi face à la Real Sociedad. Voilà. Moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que du coup, on a vu Ugarte titulaire contre Monaco, ce qui peut potentiellement dire qu'il va continuer dans sa lignée des matchs précédents à enjeu et mettre Fabian Ruiz à la place Mmh. d'Ugarte. Mmh. Ce qui, moi, me fait très peur pour le match de demain. Pourquoi ? Parce que je pense qu'on va arriver, ce sera un stade bouillant, qu'ils vont presser haut, que Fabian Ruiz, une fois qu'il est plus dans ses pantoufles et qu'il est un peu pressé, un peu mis sous pression, il peut quand même être pas très rassurant. Et moi, je préfère encore une fois un Ugarte 100 fois à Fabian Ruiz, parce Le que voilà, dans la pantouflard Fabian Ruiz. récupération, dans le pressing. Exactement, pantouflard Fabian Ruiz. Parce que dans la récupération, dans le pressing, dans l'intensité, des choses qui vont être importantes dès le début du match demain, qu'on n'aura pas avec Fabian Ruiz. Donc voilà, j'ai un peu peur. Après, sur ce match-là en particulier, donc Fabian Ruiz n'était pas titulaire, mais il fallait quand même laisser un mec qui sert à rien au milieu, Ouais. parce que sinon, c'était pas la patte Luis Enrique. Donc on a décidé de mettre Carlos Soler. Voilà, Warren Zaïre-Emery, je sais pas ce qu'il a fait aussi, mais depuis 3 semaines, il joue quasiment plus. Donc je sais pas s'il veut le reposer, mais bon, le calendrier est quand même pas très très chargé. La Coupe de France a été déplacée, etc. Donc il y a vraiment pas beaucoup de matchs. Justement, il faut peut-être enchaîner des matchs pour garder du rythme chez les titulaires. Ouais. Donc voilà, avec un Et milieu après, il y comme avait ça, il y a un sujet aussi en attaque, parce qu'il y a une forte possession, ouais, mais tu me montrais la position moyenne de tous les joueurs. Il y a ouais. quand même un petit souci. C'était ça, c'est en première mi-temps. En première mi-temps, il y avait, on avait aux alentours de 70% de possession de balle, je crois, mais il y Mmh. avait sur Prime Video ou sur Canal, ils ont mis un graphique qui était intéressant. C'était la position moyenne des joueurs. Et il y avait que Mbappé et Ramos qui étaient dans le rond central à peu près. Sinon, Ouais. tous les autres étaient dans notre partie de terrain. Mmh. Donc voilà, avec un milieu comme ça, donc qui a du mal à ressortir les ballons. En fait, moi, je veux bien qu'on ait la possession et tout ça, mais qu'il y ait un lien entre l'attaque et le milieu, quoi, parce qu'il y a aucun lien, il y a aucun ballon qui arrive. Il sort Mbappé à la mi-temps, peut-être parce qu'il pense qu'il est nul, mais en vrai, il a aucun ballon qui lui arrive dans une position préférentielle. Donc voilà, ça c'est la patte Luis Enrique, c'est d'avoir le ballon. C'est ce qu'il faisait avec l'Espagne, hein, après quand il était sélectionneur et qu'ils étaient nuls. C'était 2000 passes par match toutes, dans leur partie de terrain et rien qui passait et aucune occasion créée. Ouais, ça, c'est Voilà, là clair. c'est le PSG qui est... En fait, Luis Enrique, si au milieu il n'a pas Xavi, Busquets, Iniesta, son idée de jeu c'est de faire des passes latérales dans son propre camp et jamais être dangereux. On disait Donc voilà. Et toujours le même schéma. pour moi, Luis Enrique, voilà, c'est ça, les passes en arrière et on fait tourner derrière, on fait rien. Et quand il avait Xavi, Iniesta, Busquets, il avait des mecs qui étaient capables de faire des passes verticales et de vraiment voilà, déclencher quelque chose qui a un changement de rythme d'un coup. Mais là, dans des équipes comme ça, avec des milieux qui pour moi sont bons, mais qui sont pas encore arrivés à maturité, des Vitinha, des Zaïre-Emery, des Ugarte, il se passe rien. Et encore plus quand tu mets Carlos Soler ou Fabian Ruiz. Ouais. Donc pour moi, c'est voilà, je suis honnêtement, Luis Enrique sur ce début de saison est pour moi le pire entraîneur de l'ère Qatari à Paris. Voilà, je sais que c'est une affirmation assez forte, mais j'ai plusieurs points qui commencent à vraiment m'amener vers cette réflexion. Mmh. Et quand on connaît le passif du PSG et le climat actuel autour de l'équipe, je suis très inquiet avant le match de demain, même si on a gagné 2-0 à la maison. Voilà, un retour dans un match bouillant d'Anoeta, Ouais. dans un stade d'Anoeta bouillant, pardon. Voilà, j'ai peur un peu de voir ça et surtout le climat actuel avec la brouille Mbappé-Enrique. Ouais, parce que Luis Enrique a fait sortir Mbappé à la mi-temps pour le remplacer par Kolo Muani, ce qui déclenche une polémique, peut-être même une énorme polémique. Mais ouais, Mbappé est ensuite sorti des vestiaires tout sourire, en survêtement, le téléphone, je crois. Il a fait le tour du stade alors que ça avait repris. Et ensuite, s'est dirigé en tribune présidentielle à côté de sa mère plutôt que de rejoindre ses coéquipiers sur le banc. On sent qu'il y a voilà, peut-être une fissure qui est en train de s'acter. Les deux hommes qui se sont pourtant expliqués, il me semble, Luis Enrique qui a reconnu qu'il n'avait peut-être pas suffisamment communiqué auprès du joueur pour lui expliquer la raison de ces récents changements.
Même si c'est Mais sa assez raison, elle est clair bidon de toute et façon. Sa raison, elle est bidon de préparer l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on balance la fin de saison là? Parce que Mbappé a annoncé qu'il partait. Sa raison, c'est ça, c'est préparer l'équipe quand Kylian sera plus là. Bah ouais, mais il mmh. est là pendant 4 mois encore, donc joue avec lui. Alors, on a l'impression Qu'on en qu'il règle ses profite comptes quoi. un Lui, peu, non. personnellement avec Mbappé en le faisant sortir, hein, ce qu'il n'avait jamais fait avant d'ailleurs, depuis qu'il était arrivé. Ouais. Et quand on sait que Mbappé peut être décisif à n'importe quel moment, surtout en fin de match, c'est vrai qu'en effet, il se met pas dans les meilleures dispositions pour la Ligue 1. On a peut-être l'impression qu'il sous-estime peut-être la Ligue 1 ou que c'est vraiment pas sa priorité et qu'il nous le montre aussi comme ça. Et puis je pense surtout Non, il je est fort pense même pas. Moi, caractère, c'est il veut vraiment. toujours se montrer. Je pense aussi C'est qu'il a ça. envie de C'est il a ça. envie de montrer que il a des coronesses et ça passe par une mise à l'écart de Mbappé pour préparer la Et saison pour... prochaine. Je pense que voilà, c'est du Enrique tout craché, on le voit déjà dans ses décisions depuis le début d'année. Il est tête brûlée et ça m'étonne à peine finalement ce qu'il fait avec. Ouais, mais moi, ça commence à faire beaucoup en fait choses en sa défaveur pour Luis Enrique, quoi. Qu'est-ce qu'il fait de bien en fait, Luis Enrique? Pour l'instant, il... il tient la baraque entre guillemets Non, et parce que encore. mais il tient la baraque, il y met le feu tout seul. Tu rigoles ou quoi? Il y met le feu tout seul. Alors, j'ai dit tout à l'heure que c'était le pire entraîneur. Je vais t'expliquer pourquoi. Ouais, explique-moi Tactiquement, pourquoi. pour moi, c'est le pire entraîneur de l'histoire QSI. Pourquoi? Tactiquement, c'est nul ce qu'il propose. Hein, son jeu de possession, on l'a bien vu. Bah alors contre Monaco, c'est une illustration parfaite. Tactiquement, c'est nul. Les coachings qu'il fait, ça paie rarement, que ce soit avant le match. Souvent, il est obligé de faire rétropédalage parce il a pris une décision d'avant-match qui était pourrie Mmh. et il fait voilà, de mettre Beraldo à gauche, enfin j'en passe, je les ai même plus tout en tête. Son 4-2-4, apparemment c'était de la faute d'Ugarte, c'est pour ça quand ils ont explosé à Newcastle. Ouais, Voilà, dans sa communication, c'est le boulot d'un terrible. coach du PSG aussi, Ouais, d'être un peu plat ou même pas forcément plat, mais un mec qui apaise les polémiques. Et lui, non, qu'est-ce qu'il fait? Il fait que rajouter de l'huile sur le feu. c'est Il est vrai. détesté par tout le monde, par les journalistes, par les supporters. Personne peut le blairer. Donc voilà, donc ça fait tactiquement mauvais, coaching mauvais, communication mauvaise. Maintenant, gestion individuelle des joueurs. Eh ben, on peut le voir typiquement avec le cas Mbappé. Là, En tout qu'est-ce cas, qu'il qu'est-ce qu'il va gagner avec ça? ils nous ont Le seul truc vendu, qu'il peut gagner, ils nous ont vendu du rêve avec Luis Enrique en le signant. Pour l'instant, je rêve pas. C'est pas du tout. bah, Enfin, c'est mon dernier point. Donc, il est il est dans la continuité de ce qu'il faisait un peu avec l'équipe d'Espagne et ça m'attriste un peu qu'ils viennent avec les mêmes, voilà, les mêmes envies entre guillemets de coaching parce que ça s'adapte pas trop aujourd'hui non. à Paris, quoi. Et Bah ouais, et dernier bon, point, est-ce que tu as une responsabilité peut-être aussi de la part de Mbappé? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas aussi à l'origine entre les deux? alors moi, ce que fait Mbappé sur le match, je pense qu'il a pas à le faire, mais je pense qu'il a aussi peut-être un ras-le-bol de son traitement au PSG. Alors oui, il gagne des millions, oui, tout ça. Voilà, vous pouvez le dire, ça c'est un argument. Ok, oui, il est très bien traité à Paris, on le sait. Ouais, Mais Mbappé à Paris, en fait, moi, ce qui me rend le plus fou, c'est que Mbappé, il m'a jamais fait rêver avec le PSG, alors que je suis supporter du PSG. Il n'y a jamais eu un moment de célébration avec Mbappé au PSG. Ça a toujours été des polémiques par rapport à son contrat, par rapport à où est-ce qu'il joue sur le terrain, par rapport ouais, à c'est comment vrai. il s'entend avec les entraîneurs, avec les autres joueurs. Et donc, au bout d'un moment, je comprends qu'il y a un ras-le-bol de son côté aussi. Alors oui, il n'a pas à faire ça, il n'a pas à aller s'afficher, grand sourire, après être sorti à la mi-temps. Il aurait dû aller se mettre sur les coéquipiers, mais au bout d'un moment, c'est une façon à lui de dire aussi, bon, vous commencez à m'emmerder là avec Ouais. tout. Si vous n'êtes pas content que je sois là, que vous voulez pas que je joue, eh ben écoutez, moi je vais arrêter de faire des efforts aussi. Je le vois un peu plus comme ça de la part d'Mbappé et apparemment l'entretien avec Luis Enrique c'est à l'initiative de Kylian Mbappé. Donc encore une fois, c'est lui qui va vers Luis Enrique, Ouais. qui essaie de faire les efforts. Donc on peut lui donner une responsabilité et peut-être qu'il a fait des choses qui n'étaient pas bien dans le passé par rapport à sa situation contractuelle, etc., etc. J'ai pas envie de rentrer là-dedans, Ouais. mais moi je me focus vraiment sur Luis Enrique qui est en train de qu'est-ce qu'il gagne en fait à faire ça. La seule chose qu'il va gagner, c'est qu'il peut perdre Mbappé en fait sur la fin de saison. Mbappé il peut lui dire bon écoute toi tu commences à m'emmerder avec tous tes trucs, tu veux pas que je joue, et ben je vais donner le minimum quand tu me feras jouer. Et puis je me barre au Real dans 6 mois et je vais oublier un peu mon aventure PSG. Et j'ai pas envie que ça se termine comme ça. J'ai envie qu'on finisse sur une bonne note en Ligue des Champions, que Mbappé parte voilà, grand. Et pas que comme d'habitude, un de nos joueurs phares et
iconiques du club partent comme ça sur une brouille avec le PSG. Alors on verra bien, mais c'est vrai que pour l'instant ça s'annonce pas super. Ça va pas être évident en tout cas de finir en beauté. Peut-être que la dernière rencontre avec l'émir va jouer des tours à Luis Enrique si jamais il continue. Kylian il a dit Ah bah là, ça saute. là, là, il a intérêt, Luis Enrique a intérêt à faire un match plein contre la Real Sociedad et à se qualifier sans trop d'encombre, parce que sinon ça va vraiment, Ça va chier. ça va vraiment falloir se poser des questions par rapport à lui. Et un dernier point, en fait, c'est pour ça que je disais aussi que c'était le pire entraîneur pour moi, c'est qu'il y a les attentes qu'il y a autour de lui. Donc on nous vend le Luis Enrique, vainqueur de la Ligue des Champions, grand entraîneur, etc. L'école Guardiola, nanani, nanana. Mais en fait, on se rend compte qu'il est nul. Et c'est pour ça, et c'est parce que les attentes étaient aussi hautes avec lui. Ouais. Et l'effectif qu'il a, qui pour moi est peut-être l'un des meilleurs depuis un moment, Ouais. parce que déjà, tu n'as pas deux mecs qui sont là, qui marchent sur le terrain dans T'as du ton 11 milieu. titulaire. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment c'est catastrophique la gestion du PSG par Luis Enrique pour l'instant. On conclut PSG là-dessus. Le temps passe, on va vite, on va passer sur les matchs en bref, mais on aura de quoi en discuter, notamment avec le match de demain de Paris, donc on en reparlera très vite. Les matchs en bref, Lens gagne à Lyon Oh oui. 3-0, Lyon qui redescend un petit peu sur terre, malheureusement. 3-0 ça fait mal, mais voilà, ils étaient Bon, clairement pas au après la niveau, qualif Lens a bien en joué. demi-finale de Coupe de France et Ouais, il y a après eu la beaucoup. qualif en Coupe de France, etc. Je pense qu'il y a un moment où il fallait que ça retombe un peu, quoi. Ouais, ils ont donné suffisamment ces derniers temps. Si ça peut leur servir de petit électrochoc pour que ça reparte, moi je veux bien. Mais 3-0 quand même, ça fait mal. Nice perd Ouais. encore contre Toulouse qui enchaîne avec une troisième victoire. Étonnant de voir Toulouse enchaîner 3 victoires, mais aussi Nice de perdre contre eux. On sent quand même l'équipe Ah bah dans le dur en ce moment. ouais, clairement des dynamiques inverses pour ces deux équipes. Un Nice qui enchaîne, je crois que c'est une deuxième défaite d'affilée et qui voit Brest s'envoler au classement, hein. Ouais. Et surtout, ouais, derrière, ça pousse à la quatrième place, même si ça va pas très vite en Ligue 1, on le répète chaque semaine, mais bon. Voilà, Nice qui est vraiment pas dans une bonne dynamique et le Farioli Ball a peut-être atteint ses limites, le style de jeu d'entraîneur niçois. Mm. Donc à voir, mais la fin de saison risque d'être compliquée pour Nice. Ouais, il reste sur 3 défaites et un nul sur les 4 derniers matchs. Donc on va dire qu'ils peuvent clairement faire mieux et c'était pas le moment, on va dire, de craquer. Rennes qui s'est fait arrêter par Lorient 2-1 entre le derby breton, qui était pourtant sur une bonne dynamique aussi, on va dire. Enfin, pas une bonne dynamique, mais qui avait beaucoup à jouer, qui a Ouais, fait un bon début de match, mais qui s'est fait prendre peut-être par des Lorientais un peu plus envieux. ouais, très, très surpris de ce résultat parce que Rennes, vraiment, qui avait enchaîné les victoires avant son nul face à Paris, qui avait fait un bon Mm. match face à Paris. Voilà, petit coup d'arrêt. Ils étaient peut-être aussi un peu fatigués du match de Coupe de France. Mm. Ils ont pas mal enchaîné ces derniers temps, mais voilà, je me fais pas trop de soucis pour les Rennais. Ça reste quand même une équipe qui était solide et qui, moi, dans cette Ouais. euh, En tout cas, ils ont première tiers du classement, était une équipe qui me séduisait beaucoup. quand même juste des grosses échéances qui arrivent, donc ça aurait été des points bons à prendre. Ils jouent Lille ce dimanche. Ensuite, ils iront la semaine d'après à Marseille, où ils recevront, je sais plus. Mais enfin, en tout cas, ils jouent contre l'OM. Et puis, ils enchaîneront avec Monaco derrière et Strasbourg. Donc, petit calendrier sympa pour eux et des beaux matchs à voir. Voilà. Ça clôt en tout cas cette partie de Ligue 1. On passe tout de suite au Tour d'Europe. On envoie le jingle. Allez, on passe au Tour d'Europe. Tour d'Europe et on va lancer ça avec la Première Ligue qui nous régale une nouvelle fois. Comme toujours, avec des beaux matchs. Quel match! Mm, je parle surtout du derby qu'on a On regardé s'est ensemble régalé, hein. hier, Manchester United qui est allé jouer sur le terrain de City.
City qui est resté intraitable malgré une superbe ouverture du score de Rashford, une belle petite praline dans la lucarne gauche, mais suivi ensuite par Foden qui nous a fait un grand match, qui marque un doublé. Haaland aussi qui vient Un marquer but son petit aussi, très beau, but. un très beau but aussi, le premier. Ouais, exactement. Le premier but Une de petite Foden est frappasse aussi aussi, ouais. magnifique. Mmh. Pour, Alors on a eu un super petite match cacahuète dans la lucarne. avec City qui a un peu souffert dans la première période, mais qui a on va dire graduellement récupéré un petit peu le cours du match et puis jusqu'à assommer littéralement en deuxième période United. Très beau match, une nouvelle fois City qui montre que même s'il ne joue pas bien 90 minutes, il reste très très dur à battre, clairement. Ouais, bah après, ils sont un peu moins cliniques que l'année dernière, quoi, que la saison dernière. Mm. Mais ça reste une équipe très très forte. Ils ont du mal, je trouve, à débuter leur match un petit peu. Ouais. Où on a senti, voilà, United un peu qui s'est créé quelques occasions, qui pouvait trouver quelques espaces dans le dos. Où Rashford, à un moment, part tout seul vers le but, il rate son contrôle. Mais voilà, moins dominateur que la saison dernière, surtout en fin de saison. Donc c'est bon pour le suspense, surtout que Liverpool a gagné dans le même temps. Mais voilà, c'est pas le City aussi qui roule au compresseur Ouais. qu'on avait l'an dernier, quoi. Ouais, Et Haaland qui d'ailleurs on voit soulagé de marquer, ça faisait quelques matchs qu'il n'avait pas marqué. Mm. Donc voilà, c'est pas la même sérénité et domination que l'an dernier. Mais on préfère, genre, en tout cas moi pour ma part, pour les Gunners Ah que oui, j'ai envie de voir gagner, c'est bien de les voir un peu moins dominants, même si genre, alors je suis pas fan de United, mais hier j'aurais bien signé pour un match nul, pour hmm. justement pour resserrer un petit peu le peloton de tête. Après Liverpool, dans le deuxième temps, tu disais a gagné, Nunez qui sauve Liverpool à la 98e ou 99e face à Nottingham Forest, une victoire super importante. Je crois que normalement, sinon il perdait la tête et il revenait à égalité avec Arsenal pour laisser City avec un point d'avance ou deux. Donc Nunez qui sauve son équipe et qui les garde en tête avec la pression derrière, avec Arsenal qui joue ce soir face à Sheffield. La victoire, elle est importante et nécessaire pour les Gunners. Il faut garder contact et pour espérer une fin de saison avec l'espoir Faut d'un garder titre. contact ou faut rester au contact? Faut les deux. Garder contact, pas trop. Faut rester au contact, pardon. C'est le lundi, ça. Merci de la correction. Ouais. Mais les Gunners qui vont essayer de mettre une petite patate à Sheffield ce soir pour montrer que ils sont toujours dans le coup. Je me fais pas de soucis. Bah avec leur dernière sortie, ouais, j'ai un peu peur pour Sheffield, mais bon voilà, un match avec un peu de pression, tu sais que les deux autres ont gagné derrière, Ouais, va falloir enchaîner et c'est voilà, c'est jamais fini d'avance, mais bon, ils sont quand même très très chauds en ce moment les Gunners. ouais, j'aime bien. Bon, en tout cas, un trio de tête qui Passe à nous la Liga. régale. Ouais, on passe à la Liga, mais un trio de tête qui nous régale. On aurait bien voulu avoir ça aussi justement en Liga, parce que le Real a été tenu en échec par Valence. Un petit match, petit match sympa, de mon point de vue. Non, je déconne. En tout cas, la Mouvementé. fin était un peu bizarre. En effet, même moi, j'étais assez scandalisé de ce qui s'est passé. L'arbitrage, on a un peu de mal à comprendre ce qui se passe en ce moment, que ce soit en France et là en Espagne aussi ces derniers temps. Pas de conséquences parce que Gérone a perdu face à Ouais, Majorque juste. et le Barça qui fait un nul, mais Hmm. ça commence à faire beaucoup et le Real qui méritait sa victoire. Hein, ça a été laborieux, mais encore une fois, je pense de mériter. Ouais, moi je suis un peu partagé sur ce. Après, j'ai pas vu exactement en direct, donc c'est un peu dur à dire, mais sur ce fait de jeu-là spécifiquement, alors oui, le Real a la possession dans le camp adverse. Pour rappeler, hein, l'arbitre qui a sifflé la fin du match, alors que le ballon venait d'être centré par Brahim Diaz, le joueur du Real, que Bellingham marque de la tête, mais le but est refusé car l'arbitre a sifflé la fin du match. Euh, et c'est parce qu'il y avait quand même déjà bien. Le temps additionnel était passé depuis 2-3 minutes. Ouais. Donc voilà, c'est au bout d'un moment, il fallait qu'il siffle aussi. C'est juste les joueurs du Real qui continuaient de jouer vite sur un corner notamment pour pas laisser le temps à l'arbitre de siffler. Mais c'est vrai que bah, forcément, ça fait péter un câble. Bellingham qui prend un rouge parce qu'il a été un peu trop véhément avec l'arbitre. Je sais plus exactement ce qu'il lui a dit, mais
peut-être pas des insultes, mais des grossièretés qui sont sorties de façon très véhémente. Donc voilà, comme tu as Il dit, l'a pas de pas insulté. conséquences, mais bon, écoute, Ouais. Il l'a pas insulté en non, il n'a direct pas insulté l'arbitre, mais directement, il mais a c'était été grossier quand même, et je crois que c'est pour ça qu'il a été voilà, exactement. réprimandé. Exactement. Donc voilà. Donc voilà, mais ouais, la course au titre avec Gérone qui a perdu et le Barça qui a fait nul à Bilbao, là, je pense qu'on peut l'enterrer. On y Ouais. reviendra peut-être un peu moins souvent Non. dans les prochaines semaines. Non, sauf s'il y a des gros cartons, mais je pense pas. C'est un championnat qui a pas été très stimulant, on va dire, cette année. Et bon, là, sur ces petites erreurs ou sur ces petites choses, pourquoi pas, mais voilà, rien à voir avec la première ligue. Bon, Ça pour nous une fait fois que c'est dans d'ailleurs. ce sens-là pour le Real, ça va. Oui, oui, pour une fois. Enfin bref, non, même pas. Je veux pas rentrer là-dedans, sinon je suis un peu mauvaise foi parfois, donc je Hmm. préfère ne pas. On passe à la Bundesliga. Je vois le temps qui tourne. On a le Bayern et Leverkusen notamment aussi à discuter, mais le Bayern qui est tenu en échec par Fribourg. Match de dingue. 4 buts de fou furieux, dont un du jeune français Matistel. Je sais pas, t'as regardé le match? T'as trouvé ça comment, toi? J'ai pas regardé, mais j'ai juste vu le Ouais, lendemain les matin highlights. en regardant les news sportives. J'ai vu les 4 buts. Honnêtement, allez voir le résumé du match, ça vaut vraiment le coup parce que les 4 buts sont magnifiques. Et Hmm. celui de Matistel, les en particulier. Donc voilà, un petit français ailier gauche comme ça qui régale aussi. Même s'il joue pas beaucoup, quand il joue, il est là. Donc voilà. Ils nous ont offert un Mais match j'ai pas vu le match plus que ça, mais allez voir les buts. football champagne, Rogo Bonito, tout ce que vous voulez, mais c'est vrai qu'ils ils nous ont régalé. Et Leverkusen, dans le même temps, qui gagne 2-0 face à Cologne et qui continue à prendre de l'avance et qui s'envole vers le titre définitivement, je pense, maintenant, hein. Xabi Alonso, coach de l'année. Ah, j'espère. Pour le moment, en Voilà. tout cas, En il fait le voilà un taf, jeune. hein. Ouais, Mais ouais. un jeune entraîneur, on le disait tout à l'heure, dans une plus petite équipe. Bon, après, Leverkusen, peut-être à moins de turnover, c'est une équipe un peu plus stable, même si elle n'est pas, peut-être pas encore. Enfin, maintenant, je pense, au moins au niveau de Marseille, si ce n'est meilleur, mais en tout cas, Xabi Oui, Alonso largement. qui fait du super taf. Et moi, je suis juste impressionné par ce qu'il fait. Très honnêtement, ces derniers Ouais. temps-là, plus le temps passe, plus il confirme. C'est beau à voir et on espère que ça va continuer. Peut-être que Xabi Alonso va s'offrir, même s'il a un contrat jusqu'en 2025 et que son club a annoncé son tarif, peut-être qu'il va aller faire le plaisir d'autres équipes comme Liverpool ou le Barça l'année prochaine, qui sait? Ah bah, selon les datas, c'est Franquès qui est le favori pour remplacer Jürgen Klopp à Liverpool. Ça serait beau avec Il est dans une Lianalis, son shortlist. Il est adjoint. dans une shortlist. Hmm, Ouais. il y a une Mais bonne bon, équipe. peut-être après passer derrière Jürgen Klopp, ça va pas être facile. C'est pour ça, je pense qu'Alonso va se dire, allez, je me fais une saison de plus avec Leverkusen. Hmm. Je vais leur laisser prendre un coach de transition et puis j'arriverai après, quand la place C'est aura pas été bête. faite. Ça risque de finir comme ça, hein. S'il fait une mauvaise saison l'année Ouais. prochaine, Liverpool n'aura aucun scrupule à lui dire. Alors, bref, on Mm. aura le temps de revoir ça en tout cas, mais Leverkusen qui confirme une nouvelle fois, semaine après semaine, et qui s'envole. On finit rapidement Ouais. ce tour de foot. La Serie A avec, en fait non, pas grand-chose à dire sur la Serie A, mais une actu hors terrain avec la suspension de Pogba qui s'est confirmée et Pogba qui a priori ne sera plus éligible pour jouer en professionnel d'ici ses 34 ans et demi à peu près. Donc 2027. Ouais. petite fin de carrière peut-être précoce pour Pogba et c'est un peu dommage de le voir partir. En tout cas, de le voir aujourd'hui dans cette situation, on a l'impression quand même que il est dans une spirale infernale sans fin. Ouais, la descente aux enfers, moi, ça me fait vraiment beaucoup de peine pour lui. C'est un joueur qui m'a fait rêver depuis la Coupe du Monde 2014, quand il était avec la Juve, très très fort. Euh, un des meilleurs espoirs du foot mondial, jusqu'à même pendant l'Euro, il est très bon. Pendant la Coupe du Monde 2018, il est très bon. Et à partir de là, voilà, United. petite descente aux enfers. Ouais, son retour avec United. Ouais, très très triste et ça montre un peu l'importance aussi de l'entourage et les effets néfastes que ça peut avoir sur un joueur et sur la carrière d'un joueur. Donc voilà, avant tout très triste, une suspension très dure qui Mm, sûrement marque sûrement la fin de sa carrière malheureusement, mais un joueur malheureusement. qui nous a fait rêver, qui nous a rapporté une Coupe du Monde, faut pas l'oublier. Et donc voilà, beaucoup de tristesse quand j'ai entendu cette nouvelle.
Pas de bol pour la pioche. Et on termine du coup Non. le tour d'Europe là-dessus. Et je te laisse présenter le poteau d'or de la semaine. Ouais, allez, et ben ça marche. On va enchaîner tout de suite avec le poteau d'or, ce sera plus simple. On a 3 nominés cette semaine dont on a parlé, tout récemment, dans le Tour d'Europe, avec le doublé de Vinicius face à Valence pour éviter la défaite au Real qui aurait pu se transformer en victoire. Voilà, mené 2-0 par Valence, le Real revient à 2-2 grâce à un doublé de Vinicius. Phil Foden, from Phil Manchester. Foden. Le l'enfant du pays qui met un doublé dans le derby de Manchester, dont un but superbe, Ouais. avec une très belle célébration aussi qui t'a plu, j'ai vu ça. Et enfin, Darwin Nunez, victoire à la 99e sur un but de la tête magnifique de l'Uruguayen. Voilà, moi j'ai mon petit favori, mais je vais te laisser choisir, comme d'habitude, le poteau d'or pour cette semaine. Ouais, parce que t'as pas le choix et tu te tais, c'est moi qui décide. Je vais prendre Phil Foden pour cette semaine. Ah oui, évidemment. Sans hésitation, Ouais. même si Vinicius, encore une fois, nous montre que c'est un joueur de classe internationale et que Nunez, pareil, sauve Liverpool. J'avais plus hésitation entre Foden et Nunez vu le contexte des deux équipes, L'enjeu. l'enjeu, pardon, ouais, et Foden entre sa belle praline et puis ce deuxième but super important qui remet City, enfin qui redonne la tête à City dans le match sans hésitation et peut-être moins discuté que la semaine dernière pour ce poteau d'or. Ouais. Je pense que ton choix sera plus unanime, mais Exact. comparé à la semaine dernière. Donc voilà. Euh, eh ben, on est pas mal là. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Euh, Évidemment, n'oublie pas, on se retrouve la semaine prochaine. Peut-être même faire une petite vidéo spécifique après le match de Ligue des Champions. S'il y a des choses à dire, s'il y a de qualif tranquille, je pense que bon, on fera peut-être pas une vidéo entière, mais s'il y a quelque chose de sympa et un petit rebondissement, je n'espère pas, on fera une vidéo spécifique là-dessus. Sinon, on vous dit à la semaine prochaine. Ce sera Moi, je ne serai pas là car je pars en vacances. Donc, l'ami Coco, on verra comment on s'organise, mais risque de tenir à bout de bras cette édition du Poteau Sport Club. On verra comment il se débrouille. Et voilà, beaucoup de pression pour lui, mais comme Jean-Louis Gasset, j'ai confiance en mes joueurs et je sais qu'il sera On là à va faire hauteur. simple. On va faire simple. On va reprendre les bases. Voilà, ça marche. Salut à tous. Bon, merci tout le monde. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner. J'ai failli oublier de le dire, mais voilà, à très vite et à bientôt sur le Sport Club. Bisous. Ciao.